Donc voilà, comme Bruno vous l'a dit, je vais vous parler du robot Persévérance qui a atterri sur Mars en février de cette année. Avant de parler directement de Persévérance, je vais d'abord vous parler un petit peu de Mars et aussi pourquoi est-ce qu'on étudie Mars, donc les différents objectifs, ainsi que la dernière mission Curiosity, à laquelle on participe aussi énormément avec l'équipe de l'IRAP et d'autres laboratoires en France, car on a aussi un instrument à bord de ce robot. Donc voilà, on peut penser que Mars est une planète ordinaire en fait, parce que vous voyez, il y a beaucoup de sable, il ne se passe pas grand-chose. Il y a une atmosphère très ténue, quasiment pas d'atmosphère en fait, des températures très très froides, avec une moyenne autour de moins 60 degrés. Il n'y a pas d'eau liquide, en tout cas on n'en a pas trouvé, et il n'y a pas d'activité géologique. Mais on se demande quand même si Mars, qui semble être une planète ordinaire, est-ce qu'elle n'aurait pas eu un destin extraordinaire? Depuis toujours, on se demande si la vie aurait pu apparaître sur la planète. Donc, simplement pour vous rappeler un petit peu les différentes caractéristiques entre Mars et la Terre, Mars, elle fait environ, en taille, elle représente environ la moitié du rayon terrestre. Elle a une masse et une gravité beaucoup moindres par rapport à la Terre. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, elle a une pression très ténue, 7 millibars. Donc, pour référence, sur Terre, on a 1000 millibars en atmosphère. Et sa composition est principalement du gaz carbonique, donc très, très, très différente de ce qu'on a sur Terre. Une autre caractéristique importante, c'est le nombre d'heures dans un jour martien. C'est un petit peu plus long que sur la Terre, 24h37, et je vous expliquerai pourquoi après. C'est un détail intéressant. Donc ici, vous avez une carte topographique de Mars. Donc plus c'est bleu, moins on est haut en altitude, et plus c'est rouge, voire gris, plus on est haut. Donc j'imagine que vous connaissez tous le mont Olympe, le volcan le plus haut du système solaire. Mais surtout, il y a quelque chose de très intriguant sur la surface de Mars, c'est que l'hémisphère nord est plutôt basse en altitude, contrairement à l'hémisphère sud, qui est beaucoup plus élevé. Et surtout, vous voyez ici, pleine de cratères. En planétologie, quand une surface est recouverte de cratères, quand on peut observer beaucoup de cratères, on en déduit que sa surface est très ancienne. Du coup, on se pose pas mal de questions sur cette dichotomie, comme on l'appelle, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On se demande si l'hémisphère sud serait plus ancienne que l'hémisphère nord. Est-ce que l'hémisphère nord, en fait, simplement n'a pas de mémoire de cratères, ou très peu parce que c'était recouvert d'un océan, par exemple, donc c'était protégé? On ne sait pas. Simplement, on ne sait pas. Il y a beaucoup de débats, mais on n'a toujours pas la réponse. Pourtant, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. On le sait bien, parce que quand on regarde les images satellites, on observe des réseaux de vallées asséchés, mais ce sont exactement les mêmes réseaux de vallées que ceux qu'on peut observer quand on observe la Terre depuis des satellites, comme par exemple au Yémen, on observe exactement la même chose. Donc ici, vous avez différents exemples. On a aussi des vallées de débâcle, qui sont des endroits où l'eau a circulé pendant assez peu de temps, mais avec un débit très très fort. Donc par exemple, on imagine une fonte de glacier qui a relâché une quantité impressionnante d'eau seulement quelques jours, par exemple, et ça forme ce genre de dépôt. Ou alors, une autre preuve que l'eau a largement existé, l'eau liquide a largement existé à la surface de Mars à l'époque, c'est qu'on observe ce genre de dépôts qu'on appelle des deltas. C'est simplement lorsqu'une rivière se jette dans la mer, par exemple, on va déposer des alluvions, des sédiments qui vont former ce genre de dépôts caractéristiques. Si on regarde le diagramme de phase, en fait, aujourd'hui, donc comme je vous disais tout à l'heure, la température à la surface de Mars est plutôt négative, voire très très négative, et l'impression est très faible, en gros entre 5 millibars et 1 millibar selon l'endroit. Et du coup, on se retrouve ici, vous voyez le diagramme de phase, en fait, quand on a des températures très faibles, quelle que soit la pression, l'eau se trouve principalement sous forme de glace. Quand on a des températures un peu plus élevées et une pression un peu plus importante, on a de l'eau liquide, donc, comme on a sur la Terre, par exemple. Et si on a des températures plus élevées mais une pression pas assez importante, on va plutôt avoir de la vapeur. Donc Mars, elle se situe là,
à notre époque actuelle. Mais comme on sait qu'il y a eu de l'eau liquide, on se dit, à l'époque, il a dû faire plus chaud avec des pressions plus importantes. Donc voilà à quoi on peut imaginer Mars à l'époque. Donc là, vous avez une image de Mars à l'heure actuelle. Et à droite, vous avez une image de Mars comme on pourrait se l'imaginer il y a 3,6 ou 3,8 milliards d'années, à l'époque où peut-être il y avait de l'eau liquide, etc. Mais en fait, on n'en sait rien. Et une autre caractéristique importante de Mars, c'est qu'elle présente des terrains très anciens. Alors ici, vous avez une carte géologique très très simplifiée de la surface de Mars, avec en violet les terrains qui ont plus de 3,6 milliards d'années, qui représentent environ la moitié de la surface de Mars. En orange, vous avez des terrains qui sont datés entre 2,8 et 3,6 milliards d'années. Et en rouge, vous avez les terrains les plus récents qui représentent les coulées volcaniques ou encore le pôle Nord et le pôle Sud. Donc vous voyez, ces terrains très anciens de plus de 3,6 milliards d'années, c'est plus de la moitié de la surface de Mars, alors que sur Terre, pour trouver ces terrains, c'est très très compliqué. Ils sont représentés ici par des points violets. On les retrouve à quelques endroits, des endroits qu'on appelle des cratons, mais on peut aller analyser ces roches. Mais ces roches, elles ont subi pas mal de déformations, parce que sur Terre, par exemple, il y a de la tectonique des plaques, donc un renouvellement sans cesse de nos croûtes continentales. Et ces roches, elles ont subi l'altération, la présence de fluides, etc. Du coup, leur minéralogie va avoir changé. Donc c'est très difficile d'étudier les roches aussi anciennes sur Terre. Et déjà, elles sont difficiles d'accès, et en plus, elles ont été modifiées depuis le temps de leur création. Et pareil, les roches de plus de 2,5 milliards d'années sur Terre, on en trouve un peu plus que les plus anciennes, à 3,6 milliards d'années, mais vous voyez, c'est pas extrême. Donc l'intérêt d'aller étudier Mars, c'est qu'en fait, c'est comme un livre ouvert sur le passé de la Terre, parce que sur Mars, la moitié de la surface de la planète est plus âgée, plus vieille que 3,6 milliards d'années, et l'autre moitié, elle est plus vieille que 2,5 milliards d'années. Donc on a accès à des terrains très très anciens. Et pourquoi les terrains très anciens nous intéressent ? En fait, c'est que si on regarde l'histoire de notre planète, on sait que les premiers signes de traces de vie datent de 3,7 milliards d'années, et on sait qu'à cette époque, il y avait déjà de l'eau liquide. Donc après, bien sûr, cette vie, elle a évolué de manière à devenir de plus en plus complexe, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais du coup, on peut se demander si sur Mars, en fait, comme on imagine que la surface de Mars était plus chaude à l'époque, puisqu'on avait de l'eau liquide, on sait qu'on avait de l'eau liquide, est-ce qu'on avait déjà ces traces de vie comme elles sont apparues sur notre planète à cette époque-là ? Donc, les objectifs de l'exploration martienne sont divers. Il y a différentes thématiques, comme par exemple comprendre le potentiel biologique de la planète, étudier le climat d'hier et d'aujourd'hui, parce qu'avant, si on avait une planète chaude avec une pression atmosphérique plus intense, alors que maintenant on a une planète froide avec presque plus d'atmosphère, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le climat a évolué ? Et aussi, bien sûr, comprendre la géologie de surface de la planète et aussi la structure interne de la planète. Donc pour ça, pour ces trois différentes thématiques, il y a différents objectifs. On a étudié, l'objectif numéro 1, c'est étudier l'eau sous toutes ses formes. L'objectif numéro 2, c'est la recherche de l'habitabilité passée et les préservations des traces de vie. Troisième objectif, c'est la recherche des traces de vie. Je vais vous présenter tout ça un peu plus en détail après. Et il y a aussi deux autres objectifs qui sont un peu plus sur le long terme. On a l'objectif de planétologie, parce que Mars, en fait, c'est un laboratoire de planétologie comparative. On va pouvoir comparer à notre planète, mais aussi aux autres planètes du système solaire. Et un objectif plutôt humain, c'est-à-dire pour la préparation de l'exploration de Mars par des hommes. Donc voici à l'heure d'aujourd'hui, ici c'est représenté par une barre verticale, toutes les missions qui sont actuellement sur Mars et qui sont encore en opération. Vous voyez, il y a pas mal de satellites américains, des Européens, un satellite indien et le satellite Hope des Émirats qui date de cette année. Et on a 3 robots encore en activité. On a le robot Curiosity qui s'est posé en fait, on a fêté les 9 ans vendredi dernier. On a le robot InSight depuis 2018. En fait, c'est un lander, c'est pas un robot, il ne se déplace pas. Et on a Perseverance qui vient d'atterrir cette année. Aussi, il y a une mission nouvelle aussi depuis 2021, une mission chinoise qui, elle, est en 2 composantes.
On a un satellite voilà, qui s'appelle Tianwen, c'est la mission qui s'appelle Tianwen, et le rover qui s'appelle Zhurong. Et donc, dans le futur, on aura la mission ESA ExoMars, qui est en préparation depuis pas mal de temps maintenant, et avec éventuellement un retour d'échantillons. Ça, je vous en parlerai un petit peu à la fin de ma présentation. Donc, en fait, toutes ces missions, en fait, elles s'organisent selon les mêmes objectifs. À l'époque, c'était surtout suivre les traces d'eau. Donc ça, on l'avait vu avec les robots précédents, les Mars Exploration Rover, etc., dans les années 2000. Ensuite, c'était explorer l'habitabilité passée de la planète. Donc ça, c'était surtout avec Curiosity et avec InSight. Alors, on parle beaucoup d'habitabilité passée. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que l'habitabilité? C'est que ça veut dire qu'on sait, on clôt ce chapitre, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide pendant un moment sur Mars. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la vie aurait pu se développer dans cette eau liquide? Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'eau était chaude, froide? Est-ce qu'elle était salée? Est-ce qu'elle est restée au même moment pendant suffisamment de temps? En gros, est-ce que l'environnement était stable? Est-ce qu'il y avait les éléments nécessaires à la vie? Donc, carbone, hydrogène, azote, oxygène, soufre, etc. Et bien sûr, est-ce qu'il y avait l'énergie nécessaire pour que la chimie prenne, en fait? Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la recherche d'habitabilité. C'est rechercher tout ça, rechercher ces éléments, comprendre les caractéristiques de l'eau à l'époque où elle était présente, en étudiant les roches qui se sont formées dans ces environnements aqueux. Et donc ces futures missions, en commençant par Persévérance et les missions chinoises, elles sont concentrées vraiment sur la recherche des traces de vie sur Mars. Donc est-ce qu'elles se sont développées et si la vie s'est développée, est-ce qu'on va pouvoir la détecter? Et bien sûr, tout ça, comme je vous disais en fond, préparé pour les missions humaines futures. Donc pour les objectifs suivre l'eau, on avait plusieurs instruments. Donc on avait Mars Express, qui était une mission européenne. On avait Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, et les rovers Opportunity et Spirit, donc pour la mission Mars Exploration Rover. Et donc ceux-là ont bien fait leur travail. On a bien vu, ces deux satellites ont permis de cartographier la surface de Mars, de montrer ce que je vous montrais tout à l'heure, par exemple les réseaux de vallées. Et Mars Express a pu cartographier, a pu faire des cartes minéralogiques vraiment de la surface de Mars. Je pourrais juste mentionner que Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Odyssey, donc toutes ces missions fonctionnent toujours bien sûr, et ces deux satellites, on s'en sert encore aussi pour envoyer les données vers le robot Persévérance et pour récupérer les données du robot. Elles passent par ces satellites-là. Pareil pour Curiosity. Donc l'objectif de l'habitabilité, donc on avait le satellite MAVEN qui étudiait principalement l'échappement atmosphérique de la planète, Mars Orbiter, et donc le satellite indien, et le TGO, Trace Gas Orbiter aussi, de l'ESA, qui, pareil, étudie l'atmosphère de la planète. Et avec, bien sûr, le robot Curiosity, qui était un petit peu l'explosion technologique de la NASA par rapport au précédent rover, parce que Curiosity est beaucoup plus gros et a beaucoup plus d'instruments scientifiques à bord. Et ensuite, on va rechercher l'habitabilité, par exemple avec InSight, qui est daté depuis début 2019, qui nous sert surtout à faire la planétologie comparative, essayer de comprendre la structure interne de la planète Mars en essayant de mesurer des tremblements de Mars. Et justement, le premier tremblement de Mars a été détecté en avril 2019. Donc, je vais vous parler un petit peu de Curiosity avant de passer à Persévérance. Donc, Curiosity a atterri en août 2012 dans le cratère qui s'appelle Gale. Ce cratère de Gale, il est juste situé au niveau de la dichotomie justement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de la planète. Il s'est posé dans un cratère où on supposait qu'il y avait eu un lac à l'époque, mais on n'avait pas énormément de preuves. Les seules preuves qu'on avait, c'était des signatures minéralogiques via les orbiteurs, des preuves d'argile, et des signatures d'argile. Et ces minéraux, ces types de roches se forment vraiment souvent dans un fond de lac et des choses comme ça. Curiosity, je vais vous en parler aussi parce que moi je travaille sur cet instrument-là qui s'appelle ChemCam. C'était un petit peu le nec plus ultra de la planétologie, on va dire, parce que grâce à ChemCam, en fait, on utilise une technique qui
s'appelle la technique du LIPS. En fait, ça nous permet de focaliser un laser assez puissant. Donc c'est un peu comme ce pointeur laser, mais avec un laser très très puissant, qui va, quand il va interagir avec la matière, avec la roche qu'on a visée, ça va créer un petit plasma, une petite étincelle en fait. Dans cette étincelle, il y a tous les éléments qui constituent la roche. Donc cette étincelle, en fait, on va l'observer grâce au télescope qui est dans l'instrument. Ça marche pas, mais grâce au télescope qui est en haut du mât du robot, dans l'instrument ChemCam. Et on va observer cette lumière et on va l'amener à des spectromètres qui sont à l'intérieur du robot. En étudiant cette lumière, on va pouvoir savoir tous les éléments qui sont présents dans la roche qu'on vient d'étudier et on va pouvoir les quantifier, c'est-à-dire savoir s'il y a par exemple 40% de silice ou 70% de silice. Et ça, la composition chimique de la roche, déjà, c'est un bon indicateur de quel type de roche on a, quel type de minéralogie et comment la roche s'est formée. Donc ici, vous avez juste des images de l'instrument ChemCam, en fait, qui est en deux parties. Donc il y a le mast unit qui contient le télescope et les lasers, et le body unit qui, lui, contient les spectromètres qui est à l'intérieur du rover. Donc la partie française, en fait, c'est ce mast unit-là qui a été réalisé à l'IRAP et avec d'autres laboratoires en France. Donc ça, vous avez un exemple de données qu'on récupère avec l'instrument ChemCam. En fait, c'est un spectre, simplement, et toutes les raies que vous pouvez voir là, chaque raie est associée à un élément. Donc après, on a nos petites moulinettes qui transforment ce spectre en composition chimique. Ici, vous avez un exemple d'image aussi qu'on peut obtenir avec l'instrument ChemCam. Et vous voyez, chacun des petits points que vous voyez là, en fait, c'est un impact qu'on a créé avec le laser. Alors ici, il n'y a pas d'échelle, mais en gros, chaque rond, c'est 300 microns. Donc on étudie la roche de manière très, très précise. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours plusieurs points d'analyse par roche. Sinon, on n'a pas vraiment une idée globale de la composition de la roche. Donc on peut quantifier tous les éléments majeurs et certains éléments mineurs qui vont être particulièrement importants aussi pour comprendre les différents processus d'altération qu'ont pu subir les roches qu'on va analyser. Alors, comme on envoie un robot sur Mars, c'est pas la même chose que quand on envoie un satellite. Un satellite, ça fonctionne de manière plus ou moins automatique. De temps en temps, il faut revoir la trajectoire du satellite, etc. Mais le robot, lui, on l'a posé sur Mars, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc tous les jours, en fait, on doit envoyer les commandes au robot. On doit lui dire, bon, bah, ok, demain tu vas faire ça, tu vas faire ça, etc. Donc en fait, comment ça se passe? Le robot, lui, à la fin de sa journée, il nous envoie tout ce qu'il a fait dans la journée. Par exemple, s'il s'est déplacé, il va nous envoyer une mosaïque, donc une image de là où il se trouve. Comme ça, nous, pendant la nuit du robot, on va regarder ces images et on va décider quelles sont les roches à analyser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire selon les objectifs scientifiques du moment, en fait, selon où on se trouve avec le robot. Alors ça, on ne peut pas le faire toujours pendant la nuit martienne, je vous expliquerai tout à l'heure, mais on est calé depuis fin 2012. On travaille aux horaires américains, donc ça commence tous les jours à 17h en fait. Et on passe environ 2 heures à regarder les images et les données que nous a envoyé le robot, décider quelles roches on va analyser le lendemain, quels sont les types d'activités, etc. Après, on a encore une bonne heure, voire deux, d'une réunion où là, on va essayer de caser toutes les activités que tout le monde veut faire sur le robot. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont intéressés vraiment sur les roches, connaître la composition minéralogique des roches, composition chimique. Il y en a qui veulent utiliser ChemCam sur vraiment toutes les roches autour pour essayer de bien caractériser l'environnement. Mais il y a aussi des personnes qui sont plus intéressées par l'atmosphère. Donc, par exemple, on va utiliser l'instrument qui nous permet de mesurer la direction des vents, etc. Et surtout, chaque activité qu'on va faire, ça implique aussi la préparation du robot. Par exemple, quand on décide d'utiliser les instruments qui sont au bout du bras, il faut compter un peu de temps pour le réchauffage des mécanismes du robot, etc. Donc les activités scientifiques doivent s'intégrer également avec les activités techniques du robot. Donc voilà, il faut être sûr que tout s'organise bien et il y a différentes règles à suivre, etc. Voilà, donc avec Curiosity, ça fait longtemps que ça dure, ça fait 9 ans, donc la durée des opérations est assez courte
Par exemple, pour les équipes françaises, donc les équipes instrumentales, on s'arrête en général à minuit. Par exemple, hier soir, j'étais d'opération pour l'instrument ChemCam. À minuit, j'étais chez moi, c'était fini. Par contre, une fois par semaine encore, on a encore une discussion de 21h à 23h. Voilà, ça prend un peu de temps. Ici, vous avez une image des caméras de navigation d'une région qui s'appelle Yellowknife Bay. C'est une région qu'on a été investiguée avec le robot très vite après l'atterrissage, un petit mois après avoir atterri. Et en fait, cette zone, on a pu montrer que c'est des roches qui se sont formées au fond d'un lac. On a pu, grâce à l'étude de ces roches, on a pu voir qu'elles se sont formées dans un lac avec une eau peu chaude, peu saline, etc. Vraiment cohérente avec le fait que cette région-là, à l'époque sur Mars, avait pu être habitable. Ici, vous avez une image d'un forage, et tous les petits points noirs que vous voyez à l'intérieur, c'est les tirs qu'on a réalisés avec ChemCam à l'intérieur du forage. Alors, pourquoi est-ce qu'on va tirer à l'intérieur du forage? En fait, c'est super intéressant parce que si on tire sur une roche comme ça en surface, c'est en surface depuis des milliards d'années, donc déjà c'est recouvert un peu de poussière. Bon, après, la technique, ça permet de pousser un petit peu la poussière, donc on n'est pas trop embêté par la poussière, mais surtout la roche, elle a subi quand même pas mal d'altérations avec les interactions entre l'atmosphère et la roche. Donc, le fait de tirer dans un forage ici, c'est bien parce que c'est une roche fraîche, comme le géologue y ferait avec son marteau, simplement. On casse la roche et puis on regarde l'intérieur de la roche. Donc là, c'est un peu la seule façon qu'on a sur Mars d'observer des roches fraîches. Donc voilà. Donc je fais très court sur Curiosity parce que c'est moins à la mode, mais donc voilà, le cratère de Gale, on a atterri ici, et donc on a atterri exactement ici, au site d'atterrissage qui s'appelle Bradbury. Et donc là, vous voyez, on est allé à Yellowknife Bay, donc là où on a montré que c'était un ancien lac. Et depuis, on a parcouru tout ça. On n'a parcouru que 25 km. Mais alors, il faut savoir que quand on envoie un robot sur Mars, c'est pas pour faire un sprint, c'est vraiment, on veut aller étudier les roches. Donc c'est pareil, le géologue, quand il fait un camp de terrain, bon, il va quand même un peu plus vite, mais dès qu'il voit un affleurement des roches intéressantes, il s'arrête, il va regarder chaque roche, il va les décrire, il peut faire un panorama sur son carnet de terrain, etc. Il va prendre son temps d'étudier l'environnement dans lequel il se trouve. Donc c'est exactement pareil avec le robot, sauf qu'en plus de ça, il faut ajouter les contraintes techniques, etc. Donc voilà, on a traversé tout ça, on a traversé différents types de terrains. Par exemple, on a traversé des dunes actives, donc c'est des dunes de sable, c'est ce que vous voyez ici en noir. On a traversé ce ridge qui était assez connu, on l'avait vu déjà depuis l'orbite, c'est quelque chose qui avait une signature très très forte en hématite. Donc on était assez pressé d'arriver là pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment s'était formée cette ride riche en hématite. Et enfin, on est arrivé à ces terrains qui sont riches en argile. Et maintenant, on est à peu près à ce niveau-là, dans les terrains riches en sulfate. Et en fait, cette transition argile-sulfate était en grande partie des arguments très très forts pour le choix du site d'atterrissage de Curiosity, donc à Gale Crater, parce que la transition argile-sulfate montre une transition au niveau du climat. Les argiles, c'est des roches qui vont se former quand il y a beaucoup d'eau, alors que les sulfates, eux, vont commencer à se former quand l'eau devient de plus en plus rare. Voilà, donc on est juste à cette intersection en ce moment. Alors là, je vous montre une image des roues aussi du robot qui sont percées. Ça, on l'a vu dès le début de la mission, que les roues se sont percées très très rapidement. Et vous voyez, là, on est au jour 3203, ça fait 9 ans, et elles sont toujours percées, mais ça ne nous empêche pas de nous déplacer, en fait. Donc, ce n'est pas les roues qui vont nous poser des problèmes pour la suite de la mission. Voilà, donc juste pour... là, vous avez un beau panorama de là où on se situe actuellement. Juste pour dire que le robot se porte très bien avec ses 9 ans. On a fait près de 900 000 tirs laser avec ChemCam, ce qui correspond à environ 8 000 roches différentes qui ont pu être analysées.
En 2021, c'était une année assez riche en missions martiennes. Donc, il y a eu le satellite Hope des Émirats arabes unis. C'est un satellite qui étudie plutôt l'atmosphère de la planète pour suivre pour chercher les traces d'eau, mais simplement, plus précisément, étudier le climat via son atmosphère. On a eu aussi la mission Tianwen-1, donc la mission chinoise. Donc on a un satellite et le robot. Alors le robot, physiquement, il peut ressembler un petit peu au robot des années 2006, Mars Exploration Rover des Américains, mais en fait, il est beaucoup plus gros. Il est presque aussi gros que Perseverance. Et donc par exemple ici, alors on ne voit pas très bien, mais ici vous avez des cibles de calibration et à bord, celle au milieu là, c'est une cible de calibration qu'on leur a donnée. Qui était une cible de calibration pour l'instrument ChemCam qui est à bord de Curiosity. Donc on a fait une collaboration avec les Chinois pour ces cibles-là, les cibles d'étalonnage de leur instrument. Donc maintenant je vais passer à Persévérance. Donc en fait, Persévérance, vous l'avez peut-être vu, c'est exactement le même type de robot, c'est le même châssis. Donc on a hérité de la mission Curiosity, mais on a aussi innové. Donc voilà, je vous l'ai déjà dit, les objectifs principaux de Persévérance, c'est bien sûr les traces de vie, mais pas que. On va étudier les roches du site d'atterrissage, essayer de comprendre comment elles se sont formées. On va aussi rechercher les biosignatures, donc des traces de vie. Alors là, c'est une image de stromatolite. Si on a de la chance, on prendra des images aussi claires que ça, mais on s'attend absolument pas à trouver des traces de vie comme ça. On va plutôt rechercher des molécules organiques ou peut-être des rapports isotopiques variables qui seront un indice à la présence de vie passée. On va aussi préparer pour le retour d'échantillons. Donc effectivement, le bras du robot peut faire des forages, comme avec Curiosity. En fait, on va faire plutôt des carottages avec Persévérance, c'est-à-dire que quand on va faire le trou, le forage, on va récupérer une petite carotte de la roche et on va le mettre dans un tube qu'on va fermer hermétiquement. Et plus tard, je vous expliquerai plus tard, mais dans une dizaine d'années, si on y arrive, on ira récupérer ces tubes pour les analyser sur Terre. Alors pourquoi les analyser sur Terre alors qu'on envoie des robots ? Simplement, c'est qu'envoyer des robots, on est contraint beaucoup par la masse des instruments et on ne peut pas envoyer des instruments aussi sophistiqués que les instruments qu'on a sur Terre. Donc voilà, d'où l'intérêt de rapporter des échantillons sur Terre pour les analyser plus en détail. Et aussi donc préparer pour l'exploration humaine. Alors ça, on le faisait déjà avec les précédents robots. On a des mesures on a des instruments météo en fait. On mesure la température, l'humidité, la vitesse des vents, la direction des vents, etc. Et aussi sur Persévérance, on a un nouvel instrument qui est un peu un développement technologique. C'est un instrument qui s'appelle MOXIE. Et en fait, je ne sais pas si vous avez regardé le film Seul sur Mars où il veut faire pousser des pommes de terre en transformant le CO2 en oxygène. En fait, c'était inspiré de l'instrument MOXIE qui fait exactement la même chose. L'objectif, c'est de faire 6 grammes par heure, sachant que 6 grammes d'oxygène par heure, ça équivaut à environ 10 minutes d'activité normale pour un astronaute. Voilà. Donc ici, vous avez une image topographique du cratère G0. Alors G0, c'est l'endroit où on a atterri avec Persévérance. Et vous voyez, en fait, ce cratère était particulièrement intéressant parce qu'on savait que c'était un lac, il fut un temps, et on voit deux rivières asséchées qui se jetaient dans le lac, et on avait une rivière qui sortait de ce lac. Donc c'était un système ouvert, c'est-à-dire que l'eau n'était pas stagnante. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on peut voir des restes d'un delta, donc, comme le delta du Nil par exemple, ou ici vous avez la photo du delta en Alaska. Donc on peut considérer que ça ressemblait à ça il y a 3,5 milliards d'années, ici dans le cratère de G0. Les données orbitales en fait nous ont montré que c'était une zone particulièrement intéressante parce qu'on a en bleu, vous avez beaucoup de signatures d'argile. Donc comme je disais tout à l'heure, les argiles c'est des dépôts qui se forment plutôt dans des environnements aqueux quand il y a beaucoup d'eau. Et aussi c'est ce type de dépôt
qui sont les plus susceptibles d'enregistrer des traces de vie. On a aussi observé des carbonates. Alors, c'est un des seuls endroits sur Mars où on a pu détecter des carbonates via les données orbitales. Du coup, c'est particulièrement intéressant. Surtout, il y a différents types de dépôts de carbonates, mais certains ont l'air d'être vraiment en bordure de lac. Et si c'est bien le cas, donc on va aller voir, on va aller vérifier, mais si c'est bien le cas, les carbonates de bordure de lac aussi sont très fortement susceptibles d'enregistrer les traces de vie s'il y avait de la vie à cette époque-là. Donc voilà un schéma de persévérance avec ces différents instruments. Donc là, on a à l'intérieur, on a MOXIE, justement, l'instrument dont je vous parlais qui transforme le CO2 en oxygène. Au bout du bras, alors le bras il fait 2,10 m de long. Donc il est long et ça pèse pas loin d'1 tonne, je crois, le bout du bras. J'ai plus les chiffres en tête. Mais au bout du bras, il y a plusieurs instruments différents. Il y a donc tous les instruments plutôt techniques pour faire le forage. On a aussi un instrument pour abraser la surface, pour pouvoir observer la roche presque comme si on avait donné un coup de marteau, etc. Et on a des instruments scientifiques. Donc on a Sherlock, qui est un raman ultraviolet qui va chercher les traces des biosignatures, en fait, avec sa caméra qui s'appelle Watson. Watson, c'est un peu comme un microscope. Et on a l'instrument Pixel qui, lui, va donner la composition chimique des roches avec un spectromètre à rayon X. On a MEDA, qui est la station météo. On a Mastcam-Z, les deux carrés ici, qui sont une caméra couleur à haute définition. RIMFAX, un radar qui nous permet de voir un petit peu les quelques dizaines de mètres sous le robot. Ça nous permet de connaître un petit peu la structure des roches et aussi éventuellement leur densité. Ça nous permet, les données RIMFAX plus les données chimiques, les données minéralogiques des instruments nous permettent un peu de mieux comprendre le type de roches sur lesquelles on est. Et il y a l'instrument SuperCam sur lequel je travaille avec l'équipe, avec plusieurs équipes en France. Donc je vous parlerai de SuperCam tout à l'heure. Donc je disais aussi que Persévérance c'était un héritage des précédentes missions, aussi d'un point de vue technologique. Ici vous avez des morceaux d'ellipse des différentes missions martiennes. Et vous voyez par exemple Mars Pathfinder, c'était dans les années 90. L'ellipse d'atterrissage, alors une ellipse, à quoi ça sert? C'est en fait la NASA, ils disent on va atterrir dans cette ellipse. On ne sait pas trop où, mais quelque part par là. En général, c'est plutôt au centre de l'ellipse, mais ils ne peuvent pas le garantir à 100%. Du coup, dans les années 90, on avait 200 km x 70 km, donc c'était quand même une ellipse très très grande. Pour Phoenix, c'était en 2006 ou 2008, on avait 130 x 27 km. Pour Curiosity, on tombait déjà à 25 x 20 km. Et pour Perseverance, on avait du 7,7 x 6,6 km. Donc c'était beaucoup plus précis. Et ça tombe bien parce qu'ici, vous voyez, c'est une image du cratère G0. Et nous, ce qu'on veut aller étudier, c'est ce delta-là. Après, vous pouvez vous demander pourquoi l'ellipse, elle n'est pas sur le delta, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir le contact, la falaise, en fait, qui est là, qui va nous montrer les différentes couches, les différentes épaisseurs du delta. Donc voici quelques photos lors de l'intégration du robot au JPL. Alors le JPL, c'est en Californie, et en fait, c'est un petit peu les labos techniques de la NASA. Donc là, vous voyez le robot avec les roues. Et là, en fait, ils étaient en train de faire des tests avec le bras. Ici, vous avez l'instrument SuperCam monté en haut du mât. Donc là, en carré, vous avez les Mastcam, les caméras à couleur. Et en rond, vous avez les caméras de navigation qui étaient en noir et blanc sur Curiosity et qui sont en couleur sur Perseverance. Donc la différence entre Mastcam et Navcam, c'est simplement les résolutions et les différentes technologies utilisées. Une autre photo du robot au JPL, tout monté. Et là, une photo lorsque le rover était intégré dans la capsule, prêt pour le décollage. Alors, je ne vous ai pas encore parlé du drone, de l'hélicoptère de la mission Mars 2020. Il s'appelle Ingenuity. En fait, on l'appelle l'hélicoptère. C'est un gros drone, peut-être.
Alors c'était surtout une mission, un développement technologique. Est-ce qu'on est capable de faire voler quelque chose sur Mars? Comme il y a très très peu d'atmosphère sur Mars, par défaut, c'était pas gagné. Mais vous pouvez voir qu'en fait le drone, il est tout petit, hein, c'est une boîte de mouchoirs, mais il a des pales beaucoup plus grandes de manière à avoir un minimum de portance. Ici, en fait, vous voyez l'ingénieur qui est en train de ranger Ingenuity sous le robot. Alors en fait, là, on ne voit pas très bien, mais le robot, il était retourné. Il avait les 4 pattes en l'air et l'hélicoptère, il était replié sous le robot. Donc on a décollé l'année dernière, le 30 juillet. C'était malgré la situation, on a eu pas mal de chance parce que le développement instrumental et surtout la dernière année, les instruments étaient déjà livrés à la NASA, mais il restait bien sûr l'intégration des instruments dans le rover, etc. Et finalement, tout a pu avoir lieu correctement. Par contre, le décollage était repoussé de quelques jours, et sachant qu'on a environ une fenêtre de tir de 2 semaines. Du coup, c'était un petit peu une période assez stressante, mais tout s'est bien passé. Et on a atterri du coup le 18 février dernier. Donc je vous montrerai une vidéo de l'atterrissage à la fin de la présentation. Mais en gros, le système d'atterrissage de Perseverance était le même que celui de Curiosity. C'était la première fois, à l'époque de Curiosity, c'était la première fois. Jusque-là, tous les robots qui avaient atterri sur Mars, ils atterrissaient avec des systèmes d'airbag tout autour. Les robots Curiosity, Perseverance sont tellement lourds que c'était pas possible de faire ce système d'airbag. Du coup, ils ont dû inventer autre chose. Et en fait, après avoir traversé l'atmosphère avec un bouclier thermique, bien sûr, il y a le parachute qui s'ouvre. Et après, c'est là que ça change vraiment radicalement par rapport aux missions précédentes. Curiosity et Perseverance ont eu affaire à ce qu'on appelle un Skycrane, un système de descente propulsé. Donc, c'est cette bestiole-là en noir qui avait 4 rétrofusées. Et donc, en fait, il y a le robot dessous et qui a permis de s'approcher à quelques dizaines de mètres de la surface, assez doucement. Et quand on n'était plus qu'à quelques mètres de la surface, on a descendu le rover en fait avec un treuil, avec un filin. Voilà. Donc ça s'était très très bien passé pour Curiosity. Du coup, la NASA a décidé de réutiliser ce système d'atterrissage avec 2 petites nouveautés. Pour Perseverance, c'était au moment du déploiement du parachute. Le parachute s'est déployé seulement quand on était sûr de l'altitude de la sonde. Donc il y avait un système pour mesurer l'altitude. Et l'autre chose qui a changé par rapport à Curiosity, c'est qu'on avait un radar. En fait, la sonde avait une carte de G0, donc du cratère, embarquée à l'intérieur. Et le radar pouvait comparer sa position par rapport à la carte qu'il avait en mémoire. Et ça a permis également de rediriger un petit peu la sonde pour essayer d'atterrir un peu plus précisément dans l'ellipse d'atterrissage qu'on voulait. Voilà. Donc ça s'appelle les 7 minutes de terreur, parce que du moment où on traverse l'atmosphère jusqu'à l'atterrissage, ça dure environ 7 minutes. Et tout est en automatique. Au moment où on atterrit, il y a une quinzaine de minutes de décalage. Donc le décalage entre Mars et Terre est plus grand que le temps d'atterrissage. Donc s'il s'est passé quelque chose, on ne peut absolument rien faire. Par rapport à la vidéo que je vous montrerai tout à l'heure, pendant l'atterrissage, on n'a pas accès à des images ou des choses comme ça. On a simplement des mesures télémétriques, donc des petits signaux qui nous disent c'est bon, le parachute s'est déployé, c'est bon, on sait bien où on se situe, etc. Mais il n'y a absolument pas d'image. Donc, comme pour Curiosity, il y a un satellite qui est passé au moment de l'atterrissage et qui a photographié ça. En fait, ici, vous voyez la sonde, donc avec le robot à l'intérieur, attaché au parachute. Donc c'est une image assez magique, en fait. Et cette année, avec Perseverance, la NASA, ils ont été très très bons en communication. Ils avaient mis des caméras un peu partout. Donc sur le robot,
sous le Skycrane, donc la chose avec les rétrofusées, sur le Skycrane également, de manière à prendre en photo les parachutes. Et sous le robot aussi. Donc vous verrez dans le film tout à l'heure, mais ça c'est une image tirée du film où pendant qu'on déposait doucement Persévérance, on a pris des images. Voilà. Donc là vous voyez, ça c'est les 3 câbles là, en fait c'est les filins qui ont descendu le robot doucement. Et ce câble là en fait c'est le câble de communication entre le Skycrane et le rover. Donc, pendant l'atterrissage, les équipes de la NASA qui étaient très contentes. Alors l'atterrissage c'était pas aussi festif que pour Curiosity, parce qu'à l'époque de Curiosity on était tous au JPL, tous ensemble, toutes les équipes de tous les instruments qui étaient à bord du robot, on avait partagé le moment tous ensemble. Et là bon c'était un petit peu différent. Toutes les équipes, tout le monde en fait est resté dans ses labos respectifs. On n'est pas allé aux États-Unis pour partager ça tous ensemble, et même la plupart d'entre nous, on était chez nous, voilà. Sauf certains qui étaient donc au CNES à Paris avec Emmanuel Macron, et là vous voyez qu'ils regardent la première image qu'on avait obtenue le soir même. Donc quelques jours après l'atterrissage, on a pu reprendre des images satellites pour se localiser un petit peu mieux, et on peut voir les différents éléments de descente en fait de la mission. On a le parachute qui allait s'écraser ici, on a l'étage de descente qui est là, le bouclier thermique qui est là, et le robot ici. Et ici vous voyez, alors, je pense que je vais en reparler tout à l'heure, mais on atterrit juste à la limite avec ce type de terrain. En fait, c'est un terrain, c'est une langue de sable. En fait, c'est parcouru par plein de dunes de sable. Et du coup, c'est pour ça que le système de descente a recalculé sa position pour nous faire atterrir juste à côté et pas dedans, parce qu'atterrir dans des dunes de sable actives, on a toujours peur de s'enliser. Donc, avant de parcourir des terrains qui sont traversés par des dunes, on va prendre pas mal de temps pour observer déjà via les données orbitales la vitesse de déplacement des dunes, la direction, etc. Et voilà. Donc, alors je vais aller assez vite sur le déroulement de la mission parce que j'aurais pas le temps de tout dire. Mais donc ça c'est une des premières images qu'on a obtenues, image couleur avec la caméra qui se situe vraiment devant le rover, mais en bas, et ça nous permet de faire des images lorsqu'on manipule le bras, par exemple. C'est plutôt une image d'ingénierie. Ça, c'est avec la même caméra, mais sur le côté, où on peut voir les roches. Alors là, la couleur, elle n'est pas traitée, mais vous voyez, c'est quand même des roches claires qui sont assez vacuolaires. Alors tout de suite, on a cru à des roches magmatiques, et sur Mars, on apprécie toujours bien ce type de roches. Et là, c'est le premier panorama qu'on a obtenu avec les caméras d'ingénierie, de navigation, les NavCam. Et vous voyez, alors là, en fait, on voit pas très bien, mais ici, c'est le delta, le bord du delta, donc justement ce qu'on veut aller analyser avec le rover après. Et ça, c'est les montagnes au loin, c'est le bord du cratère. Voilà. On voit ces zones un peu différentes ici. En fait, c'est les rétrofusées du Skycrane en descendant le robot qui a déblayé toute la poussière. Là. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec Curiosity déjà. Et là, vous pouvez vous dire, le robot, il a une drôle de tête, mais c'est que simplement, c'est un panorama 360 degrés, et donc on recolle les morceaux. Mais donc là, c'est le derrière du robot, et ça, c'est le devant. Donc, ce qu'on a fait en fait, les 3 premiers mois après l'atterrissage, c'est des mois qui sont principalement remplis par différents tests instrumentaux. On veut s'assurer que chaque instrument fonctionne correctement. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que le rover lui-même a toutes ses fonctionnalités. Donc, on va tourner une roue, puis 2, puis 3, etc. Et surtout, ce qu'on fait au tout début, alors déjà, on a déplié le mât, parce que le mât, il était plié le long du deck, du dos du rover. On l'a déplié et on a fait des photos du dos du rover pour s'assurer qu'il n'y avait pas trop de gravier dessus. Par exemple, pour Curiosity, on avait beaucoup plus de petits graviers sur le dos du robot, et par exemple, on avait endommagé un instrument, l'instrument de la météo, il y avait une antenne qui avait cassé,
parce que il y avait peut-être beaucoup plus de gravier à la surface de là où on avait atterri avec Curiosity. Donc là, vous voyez, le dos du robot est plutôt propre. On a fait une photo aussi lorsqu'on a déplié le bras pour la première fois. Et là, c'est les cibles de calibration de l'instrument Supercam. Donc on est assez fiers de nos cibles de calibration parce qu'on les a faites à Toulouse principalement. Et là, c'est le premier panorama avec les caméras Mastcam. Et là, justement, vous pouvez voir le bord du delta. Donc c'est les types de dépôts qu'on va aller investiguer en détail avec le robot pour voir si on a des traces de vie. Et là, vous voyez, alors c'est pas rattaché, c'est une petite butte, on appelle ça une butte témoin par exemple, et on pense que cette butte, en fait, à l'époque, c'était un bout du delta, mais le vent, l'érosion a fait que ça s'est détaché du delta. On l'a imagé en détail et on a appris déjà pas mal de choses sur le type de lac, etc. Je pense que je vous montrerai une photo plus tard. Ici, c'est une image, un exemple du terrain qu'on a autour de nous, en fait, quand le robot se déplace. C'est les premières images qu'on reçoit, c'est ce qu'on appelle le site de travail, et c'est ce type de roche qu'on analyse en ce moment. Et en fait, au début, on s'est posé pas mal de questions, parce que vous voyez, il y a des roches assez plates qui sont plutôt couleur claire, et des roches un peu plus en relief, et dès qu'on a un peu de relief, les roches sont un peu plus sombres, un peu bleutées. Bon, là, c'est une image stretchée, du coup, il faut faire attention aux couleurs, mais c'est des roches un peu plus sombres. Et au début, les roches qui étaient plus sombres, on pensait que c'était des roches qui n'avaient rien à faire ici. En fait, c'était des roches qui avaient été transportées et déposées à cet endroit-là. Alors que ces roches claires, elles semblent avoir été formées ici, sur place. Et en fait, avec le temps, on prend de plus en plus d'images, etc. On investigue ça d'un peu plus près. Et on a l'impression que en fait, ces roches en relief, elles sont vraiment liées à ces roches plates, blanches. Et on a l'impression que c'est vraiment la même chose. En fait, c'est juste une érosion qui est différente entre les différentes parties de la roche. Et on a étudié ces roches, on a regardé leur chimie, leur minéralogie. Et en fait, c'est la même chose. Donc, il semblerait que c'est juste l'érosion, avec le vent, par exemple, qui a formé ce genre de relief. Alors, aujourd'hui, on est au sol 167. Alors, j'ai peut-être pas dit, un sol, c'est un jour sur Mars. Donc, ça fait environ 167 jours qu'on a atterri. Ici, vous avez une image satellite, donc avec le delta ici, la petite butte que je vous montrais tout à l'heure. Et ici, vous avez la trajectoire un peu grossière du robot. Donc, on a atterri pile à droite de cette langue sableuse, on va dire. Et pour le moment, on se dirige vers le sud, en fait, parce qu'on veut aller là où il y a l'hélicoptère en ce moment. J'ai pas vraiment discuté de tous les vols de l'hélicoptère, c'était pas trop le sujet ici, mais on va retrouver l'hélicoptère. Et ce qui nous intéresse, c'est d'étudier le contact, en fait, entre l'unité géologique dans laquelle on se situe et l'unité géologique, celle-ci, qui est riche en dunes de sable. Parce que d'après les données orbitales, c'est deux types de roches différentes et du coup on va explorer ça d'un peu plus près. Et après le robot fera demi-tour et ira analyser le delta. On est obligé de faire demi-tour, parce qu'il y a pas mal d'intérêts scientifiques un petit peu par là aussi, et parce qu'on ne peut pas vraiment conduire par ici, il y a trop de dunes de sable. Alors vendredi, on a fait le premier forage avec Persévérance. Et vous voyez, il est différent, j'aurais dû remettre la photo, il est très différent du forage qu'on avait avec Curiosity. On a un gros tas de sable. Du coup, le trou qu'on observe ici, c'est un trou dans le sable et pas vraiment un trou dans la roche. Alors en fait, ce qui s'est passé, on ne le sait pas encore, on est en train d'investiguer, mais ce qui s'est passé, c'est que en faisant le forage, alors le forage c'est comme une foreuse à percussion en fait, la roche a dû se désintégrer et plus on a creusé, plus il y a le sable qui s'est accumulé sur les bords du trou en fait. Voilà. On devait aussi échantillonner une carotte, parce que c'est tout l'intérêt de la mission. Alors, pour ceux qui suivent la mission de près, vous avez dû voir que ça n'a pas marché.
Et en fait, on ne sait pas encore pourquoi, on est en train d'investiguer. On ne sait pas si c'est le mécanisme de forage qui n'a pas fonctionné correctement. Tous les indicateurs disent que tout a fonctionné correctement, mais voilà, on n'a pas la carotte. Du coup, on a fait pas mal d'images avec le microscope qui est au bout du bras pour aller essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond du forage, dans le fond du trou. Est-ce que la carotte ne serait pas tombée à l'intérieur, ou simplement est-ce qu'il n'y a pas eu de carotte si la roche est très altérée, ça s'est désintégré et ça a juste formé un tas de sable. Donc ça, c'est des investigations en cours. Je vous dis, c'est tout récent. Maintenant, je vais vous parler vite fait de Supercam. Donc, c'est l'instrument sur lequel je travaille avec toute une équipe. Je vous disais que Supercam, c'était l'héritage de l'instrument ChemCam qui était à bord de Curiosity. C'est l'héritage parce qu'on a une caméra, comme on avait avec ChemCam. Cette fois, la caméra est en couleur, donc ça aide beaucoup. Et on a aussi la technique du LIPS, justement, pour avoir la composition chimique des roches, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait déjà avec ChemCam. On a 3 autres techniques supplémentaires, donc c'est pour ça que Supercam, on l'appelle un peu le couteau suisse de la planétologie, parce que c'est 5 instruments, 5 techniques en un instrument. On peut avoir accès à la structure minéralogique des roches qu'on étudie grâce à la technique du visible et proche infrarouge. En fait, c'est les techniques de minéralo qu'on utilise dans les orbiteurs. Mais c'est la première fois qu'on utilise cette technique in situ, donc à bord d'un robot. On peut aussi avoir la composition minéralogique et une signature d'organique, s'il y en a, grâce à la technique du raman. Donc le raman, c'est pareil, en fait, on va envoyer un petit laser sur la roche, mais cette fois, ça ne va pas vaporiser la matière, ça va juste la faire vibrer, la faire tourner, etc. Et nous, on observe ce signal-là. Et on a un petit microphone. Le microphone, il est utile pour 2 raisons. Pour faire de la science atmosphérique, donc on va pouvoir mesurer la direction des vents, la vitesse des vents, etc. Et aussi, on utilise le microphone à chaque fois qu'on tire avec la technique du LIPS, parce qu'à chaque fois que le laser impacte la matière, ça fait un petit claquement. Et ce petit claquement, selon le bruit que ça fait, on a accès en fait à la dureté de la roche. Donc la dureté de la roche, la dureté, plus la minéralogie, plus la chimie, plus la densité qu'on a avec le radar, etc., ça permet d'avoir une meilleure connaissance en fait, de l'environnement et du type de roche auquel on a affaire. Donc l'instrument ChemCam, vous voyez, on peut faire des analyses jusqu'à environ 7 mètres. Ça permet d'avoir accès à la composition des roches autour du rover sans avoir à déplier le bras, parce qu'à chaque fois qu'on déplie le bras, c'est un peu plus long. On n'utilise pas les instruments qui sont au bout du bras tous les jours. C'est trop compliqué de déployer le bras. Avec Supercam, on fait environ 4 ou 5 roches par jour. Du coup, ça permet de bien caractériser l'environnement qui est autour du robot, d'un point de vue chimique, minéralogique, la texture aussi avec la caméra. Et ça permet de distinguer, de trouver les échantillons qui sont les plus pertinents pour ensuite utiliser les instruments qui sont au bout du bras, qui sont complémentaires de Supercam. Et ensuite, si on est content de l'échantillon, on va pouvoir faire un forage et récupérer une carotte. Donc voilà, Supercam, c'est en 2 parties comme ChemCam. Il y a le Mast Unit qui a été fabriqué en France, donc grosse partie à Toulouse, mais aussi à Paris, Bordeaux, etc. Et le Body Unit qui est avec nos collègues américains au Nouveau-Mexique, et les cibles de calibration qui ont été principalement faites à Toulouse, mais intégrées, montées sur le porte-cible en Espagne. Et là, donc, vous l'avez déjà vu, c'est la photo du Mast Unit intégré au robot. Donc ça, c'est juste pour vous présenter un peu les différents laboratoires avec qui on travaille. Donc il y avait une dizaine de laboratoires qui ont contribué à la fabrication de l'instrument, que ce soit des labos d'électronique, d'optique, de mécanique, etc. Et tous les petits symboles comme ça, c'est tous les laboratoires de recherche en fait avec qui on travaille, et tous les labos de recherche qui font des opérations avec nous sur Mars en ce moment. Le développement de l'instrument, ça a mis longtemps. Ça a commencé en 2014. Ça peut paraître long, 5 ans, mais en fait, tout s'est déroulé très très vite et il fallait respecter la date limite
de livraison de l'instrument en 2019. Du coup, c'était des années assez intenses pour tous ces labos impliqués. Donc ça, c'est un exemple d'une image qu'on peut obtenir avec l'imageur de Supercam. Bon là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, mais les roches qu'on a autour de nous en ce moment, elles sont très, très poussiéreuses. Du coup, selon l'heure à laquelle on va acquérir l'image, on aura plus ou moins d'informations. Ici, tous les petits points blancs que vous pouvez voir, c'est pas un pixel mort ou quoi de la caméra, c'est vraiment des cristaux blancs ou des cristaux un peu vitreux qui vont réfléchir un peu plus la lumière. Après, vous voyez, tout ce qui est beige, là, par contre, c'est vraiment de la poussière. Mais voilà, toutes les roches qu'on a autour de nous en ce moment, elles sont assez soit cristallisées si c'est des roches magmatiques, soit des sédiments avec des grains assez grossiers. Je vous parlais alors, de l'hélicoptère ici. Donc ça, c'est une image qu'on a fait avec Supercam. L'hélicoptère était à 62 mètres du robot. Vous voyez, l'image est assez nette. Et ça, c'est une image Mastcam de la butte témoin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc quelque chose qu'on pense qui appartient au delta. C'est juste qu'il s'est détaché du delta. Et ça, c'est la même image, mais prise avec l'instrument Supercam. Donc en fait, on a fait 10 images, je crois, pour faire cette mosaïque. Et en fait, grâce à ce type d'image, donc même si il s'appelle Kodiak, il est je crois que c'est pas loin de quelques kilomètres du rover. Malgré la distance, on arrive quand même, vous voyez, à bien voir la texture des dépôts sédimentaires. Là, on a des strates horizontales, et là, on voit ce genre de dépôt. Et en fait, ça nous permet de confirmer que ça, c'est une partie du delta, en fait. C'est typique des structures deltaïques. Et en mesurant cette épaisseur-là, on peut déjà conclure ou avoir une première idée sur l'épaisseur d'eau, la colonne d'eau qu'on avait à l'époque où il y avait un lac. Donc ça, vous l'avez déjà vu avec ChemCam, mais ça, c'est l'exemple d'un spectre obtenu avec Supercam. Donc c'est la même chose. On a la technique infrarouge aussi. Alors, je ne suis pas du tout experte en la matière. C'est la première fois qu'on l'utilise avec un robot sur Mars. Mais en gros, l'infrarouge peut nous apporter des informations sur la minéralogie et notamment si la roche est hydratée également. Et là, par exemple, c'est ce qu'on voit. On a cette bande d'absorption à 1,9 microns qui est liée à la présence d'hydratation. Et entre ces deux roches, on a une petite différence. Ici, on a une bande qui semble montrer qu'on a des minéraux riches en fer et hydratés dans cette roche-là. L'acoustique sur Mars, donc c'est vrai que je ne vous ai pas parlé énormément du micro. Le premier jour, le lendemain de l'atterrissage, le mât, donc le mât que vous voyez là, n'était pas encore déplié, donc il était rabattu sur le robot. Et on a quand même allumé l'instrument et on a allumé le micro. On s'est dit, bon, on va tester. On se doutait qu'on n'entendrait pas grand-chose, mais ça servait comme mesure de référence. Donc là, c'est ce que vous voyez là. Sur le spectrogramme, on voit un signal presque nul, en fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pics. Et 4 jours plus tard, une fois que le mât a été déplié, on a fait la même chose. On a allumé le micro. Et là, tout ce qu'on voit là, c'est des événements atmosphériques, donc un petit peu de vent qui est passé par là. Et Sol 11, par exemple, c'était pareil, on a allumé le micro et là, on avait vraiment une bourrasque. Là, je ne vous le fais pas entendre parce que c'est assez ténu, on n'entend quand même pas très bien, mais vous pouvez trouver sur Internet ce son. Et c'est assez magique d'entendre le vent qu'il peut y avoir sur Mars. Je vous disais aussi qu'on allume le micro à chaque fois qu'on tire au laser sur une roche. Donc ça ressemble à ça, le signal qu'on obtient. Et en fait, donc déjà l'amplitude ici peut nous permettre donc de savoir un peu la dureté de la roche, mais aussi si ça varie au fur et à mesure des 30 tirs qu'on va faire sur la roche, ça peut aussi nous apporter quelques indices. Des fois, on va tirer un endroit et il y a un petit grain qui va se décrocher, par exemple, de la roche, et du coup, par exemple, les 5 premiers tirs, ça sera un grain, et à partir du 6e tir, on va analyser quelque chose de nouveau. Donc nous, dans les spectres du LIPS, on peut le voir, on a des indices, et là, on a une deuxième partie d'indices grâce au micro, donc ça nous permet c'est des techniques très complémentaires, en fait.
Donc le Ingenuity, en fait, c'était vraiment une mission de voir si ça marche, prouver que ça marche. Donc pareil, les premières semaines de la mission étaient assez dédiées à ça, parce que je vous disais que Ingenuity, il était sous le robot, mais il était protégé par un bouclier qu'il a fallu relâcher. Et ensuite, on a passé pas mal de temps à chercher un endroit assez plat pour libérer l'hélicoptère, parce qu'on n'était pas sûr si ça allait bien voler, etc. Donc on ne voulait pas qu'il aille s'écraser sur un gros rocher, par exemple. Donc voilà, donc là, petit selfie. Alors les selfies, vous les avez peut-être déjà vus de Persévérance ou de Curiosity. En fait, on les fait toujours avec la caméra qui est au bout du bras. Et voilà, donc après on recolle toutes les images et c'est pour ça qu'on ne voit pas le bras en fait dans ces photos. Et cette image-là, elle est un peu distordue. Ici, vous voyez le robot. Alors, c'est la première fois qu'on a une image prise. Oups. Ah, désolé, j'ai PowerPoint qui a planté. En fait, c'est la première fois qu'on a une image prise sur Mars d'un robot. Et c'était assez exceptionnel. Après, vous avez pu voir, le robot était un petit peu déformé parce que c'est des caméras, c'est pas des caméras de très haute technologie. Bon, je vais remettre désolé. C'est dommage parce que j'arrivais à la fin et j'allais vous montrer le film. Ah, c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Bon, désolé pour ce contretemps. Voilà, donc ici, je vous remontre, c'est le robot. Et l'image a été prise par le drone, en fait. Donc c'était assez magique aussi. Donc, comme pour Curiosity, en fait, on fait des opérations martiennes. Donc, tous les jours, il faut dire au robot qu'est-ce qu'il doit faire. Ici, vous avez une photo prise au JPL. Ici, vous avez une photo prise au CNES, parce que les opérations, on les fait depuis le CNES à Toulouse. Et ça demande beaucoup plus de rôles de personnes pour faire les opérations que pour ChemCam. Là, je parle vraiment que des opérations de SuperCam. Il nous faut 4 ingénieurs et 8 scientifiques. Donc ça demande vraiment beaucoup de personnel. Et jusque-là, on est à un rythme de 7 jours sur 7. Alors, heureusement, c'est un instrument franco-américain. Du coup, on fait la garde alternée. Une semaine, c'est les Américains qui sont en charge et l'autre semaine, c'est les Français. Et par contre, au moment de l'atterrissage, jusqu'au 18 mai, donc les 3 premiers mois, on n'était pas à un rythme une semaine sur 2, parce que comme c'était le début, il y avait beaucoup de choses à apprendre. C'est un instrument très compliqué, le robot est compliqué. Et du coup, on était 2 jours français, 2 jours américains, quoi. Bon là, la durée, elle est assez optimiste. À l'heure actuelle, on est encore sur 10 heures, 12 heures de travail par jour pour dire au robot ce qu'il faut faire. Et ça commence à partir, maintenant ça commence à 17 heures, mais les 3 premiers mois, c'est aux horaires martiens, d'où l'intérêt que sur Mars, on a 40 minutes supplémentaires, parce que du coup, on se retrouvait à aller bosser à 2 heures du matin, ou choses comme ça, ou à se réveiller pour donner une présentation à 4 heures du mat, choses comme ça. Donc c'était assez intéressant, on va dire. Juste vite fait, le retour d'échantillon, je vous disais, on fait des drills, on récupère une carotte. La carotte, à la fin de la mission, on va la laisser par terre quelque part dans le cratère. Et quand on saura faire, alors c'est prévu pour vers 2030, bon, on va dire une bonne dizaine d'années, c'est une mission américaine et européenne. On enverra un petit robot avec 0 instrument scientifique, il aura juste une caméra et un bras. Il ira récupérer ces carottes et alors je ne sais pas encore comment, mais ce robot partirait avec les carottes et un orbiteur viendrait récupérer ces carottes pour les ramener sur Terre pour les analyser avec des instruments beaucoup plus pointus que les instruments qu'on peut avoir à bord des robots. Bon là, Moxie, je vous en ai déjà parlé, je vais très vite. Je vais juste vous montrer le film de l'atterrissage. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance mass. La voix que vous entendez, c'est la voix qu'on a tous entendue au moment de l'atterrissage. En fait, c'est la personne qui était en charge de lire la télémétrie en fait renvoyée par le robot. Et ça, c'est des images qui ont été prises. Ça, c'est
les images qui étaient prises, qui étaient de la caméra au-dessus du Skytrain, qui permettait de visualiser l'ouverture du parachute. Après, le bouclier va se détacher. Et voilà, donc ça c'est pareil, ça on l'avait déjà fait pour Curiosity. C'est le film du bouclier qui se détache, on va le revoir apparaître doucement. Donc au moment où le bouclier se détache, je crois qu'on est à 9 km d'altitude. On commence déjà à distinguer quelques cratères, des choses comme ça, mais on est quand même assez haut. On ne voit pas trop les caractéristiques de la surface encore. Donc là, on voit déjà pas mal de choses. Et là, ce qu'on aperçoit en haut, c'est le delta. On vient de dire qu'on était à 7 km d'altitude. On va se séparer du parachute pour utiliser les rétrofusées. Donc là, vous voyez, c'est le delta. Et là, c'est la langue de sable dont je vous parlais. Et on a atterri juste là, en fait. Voilà. Ça, c'est la butte témoin que je vous montrais tout à l'heure avec les images Supercam. Et là, bientôt, on va allumer les rétrofusées tout bientôt. Voilà, là, il vient de dire que en fait, la sonde s'était repérée par rapport au terrain. Voilà. Donc là, on s'est séparé du parachute et on a les rétrofusées qui sont allumées. Là, vous voyez le front du delta. On cherche un terrain un peu plus safe que cette butte de sable. Et là, on commence la descente à proprement parler. On ne va pas tarder à faire descendre le robot avec le treuil. Donc là, en haut, vous allez avoir l'image prise par la caméra qui est en haut du robot. Et là, c'est la caméra qui est en bas du Skytrain. Comme ça, on peut voir le robot qui atterrit et le Skytrain qui tient le robot. Et là, c'est l'imageur qui est sous le robot. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. President safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. Voilà. Donc si vous avez des questions.